Bonjour et bienvenue sur les Saisons Digitales avec Agor Manager et notre partenaire JLL. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous ce soir. Donc le sujet va être l'optimisation des coûts immobiliers. Comme vous le savez, aujourd'hui, le coût de l'immobilier d'entreprise, c'est le deuxième poste. Et c'est vrai que pour les directions générales, mais également les directions financières, ce sujet est très prégnant. Donc ce soir, nous avons 4 spécialistes avec nous. Donc nous aurons l'occasion effectivement d'échanger ensemble sur ces sujets. Il y a une chose qui a changé, qui est très importante, c'est le Covid. On sait tous que cette période a changé les usages et aujourd'hui, le télétravail est devenu une habitude dans un grand nombre d'entreprises et ce qui a changé un peu le paradigme aussi au niveau des stratégies d'entreprise. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, les études montrent qu'aujourd'hui, le télétravail ne permet pas forcément d'avoir la productivité attendue par les entreprises. C'est un vrai enjeu, au-delà notamment effectivement de laisser certaines libertés d'usage pour les travailleurs. Et donc le télétravail, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ne permet pas forcément de répondre aux attentes des entreprises. Donc c'est ce qui est constaté notamment via une étude. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être de comprendre aujourd'hui comment changer ce paradigme et de pouvoir agir sur la nouvelle, comment réinventer les bureaux et l'usage des bureaux. Donc voilà un petit peu ce dont nous parlerons avec nos 4 invités. Donc ce soir, j'ai le plaisir effectivement d'avoir Marie Martins, qui est directrice conseil utilisation France de JLL. Donc merci à vous Marie d'être présente avec nous. Donc merci. En quelques mots, vous présentez sur votre terrain de jeu au sein de JLL. Absolument, merci. Alors notre terrain de jeu, il est simple. On accompagne de la définition à la stratégie et à la mise en œuvre de la stratégie immobilière des utilisateurs, c'est-à-dire de toutes les entreprises qui n'ont pas pour activité principale de faire de l'immobilier, mais plutôt justement une autre activité et un autre business. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes au sein de Ça fait 17 ans que je suis chez JLL. Bravo, très bien. Nous sommes également avec Maxime Michaud, qui est directeur du développement et du département ingénierie de JLL. Donc bienvenue Maxime. Merci Laurent. Donc Maxime Michaud, moi ça fait que 16 ans que je suis chez JLL. Et donc je dirige le département ingénierie qui couvre des métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, de conception technique fluide, mais également des métiers de performance environnementale et de performance digitale. Donc comment on améliore les immeubles au quotidien et comment ils vont devenir vertueux aujourd'hui et demain. Très bien, merci beaucoup Maxime. Nous sommes également avec Hugues Farjon, donc, qui est directeur immobilier chez Rexel. Bonsoir Hugues. Oui, tout à fait, Rexel France. Donc, Rexel, distributeur de matériel électrique et de solutions pour la maîtrise et la performance énergétique. Chez Rexel depuis 14 ans, encore quasi junior. Un portefeuille assez divers, des entrepôts, des agences, des plateformes tertiaires, à peu près 800 000 m² en France pour 5 000 collaborateurs. Très bien. Et nous avons également avec nous donc, Gérard Toiti, qui est directeur de l'immobilier du groupe Soprasteria. Oui, effectivement. Alors, moi, je m'occupe de la direction immobilière Corp de Soprasteria. Soprasteria, c'est une ESN, c'est-à-dire une entreprise du numérique qui a à peu près 60 000 personnes dans le monde. Et on gère essentiellement du tertiaire. On n'a pas de locaux d'activité ou d'autres types de locaux. Et en locaux tertiaires, on doit gérer à peu près 400 000 m² dans le monde et environ 160 000, 170 000. Ça baisse un peu. On essaye de tout faire pour ça en France. Et moi, je gère l'ensemble des moyens généraux, de l'immobilier et autres fonctions autour de cela. Très bien, merci Gérard. Alors comme on l'a dit effectivement en préambule, nous allons parler des leviers à activer pour optimiser les coûts d'immobilier pour les entreprises. Donc Marie, aujourd'hui, quel choix faut-il opérer? Est-il préférable de renégocier notamment un bail ou effectivement de chercher un nouveau lieu ou, Alors ça va dépendre complètement de la localisation de vos espaces de bureau. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de se dire est-ce que je suis dans un marché qui est un marché très tendu, comme c'est le cas dans Paris Intramuros et notamment dans le quartier central des affaires, ou est-ce qu'au contraire, je suis localisée dans un secteur périphérique. Alors je prends l'Île-de-France, mais c'est pareil sur tous les secteurs périphériques, que ce soit à Lyon, à Marseille ou à Lille, où là, j'ai vraisemblablement des opportunités de marché très importantes. Donc la première des choses à faire, très simple, c'est regarder combien je paye de loyer, 2, relire mon bail
et me demander si, par rapport aux clauses qui sont à ma charge et aux charges que j'ai, notamment sur la mise en conformité, la vétusté, etc., qu'est-ce qu'il va m'incomber dans les prochaines années de mon bail, et ensuite regarder effectivement la position du loyer au regard du marché, afin de se dire, bon, ok, est-ce que je renégocie finalement, ou est-ce qu'il faut mieux que je m'en aille et que je trouve d'autres solutions. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis enfin, vérifier, en faisant un audit technique aujourd'hui, de l'état du bâtiment que j'occupe, au regard du décret tertiaire et des obligations qui vont être probablement les miennes en tant qu'utilisateur par rapport à ce qui est écrit dans mon bail. D'accord, ok. Et donc Gérard ou Hugues, Gérard, qu'est-ce que vous observez vous et qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à ce que vient de dire Marie En fait, dans vos entreprises? Aujourd'hui, il faut bien voir que depuis le Covid, tout a changé. Il faut dire les choses comme elles sont. Tout a changé, c'est-à-dire qu'on a changé un peu de paradigme, c'est sûr, on a changé de métier. Et aujourd'hui, on a à faire face à ce qu'on appelle le travail hybride. C'est-à-dire, en fait, un travail où on est un peu au bureau, on est un peu à la maison, on est un peu chez le client. Donc tout ça doit se conjuguer. Et à un moment donné, il faut trouver un lieu d'échange. Et le lieu le plus confortable pour pouvoir travailler. Alors, tout a changé, ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que disait Marie, effectivement, on a des questions qui se posent, qui sont, est-ce qu'on doit rester dans les locaux actuels? Est-ce qu'on doit partir de ces locaux-là? La problématique, c'est que nos locaux, il ne faut pas se faire d'illusions, on est tous à peu près logés à la même enseigne, ils sont occupés, on va dire, à entre 50 et 60%. Voilà, c'est la réalité, parce qu'il y a le télétravail. Et avec des journées très particulières comme le vendredi, là, franchement, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est 25% peut-être, à peu près. Donc, par rapport à ça, la problématique, c'est laquelle? C'est de dire, il faut avoir des locaux qui s'adaptent à ce nouveau travail hybride et en même temps qui permettent de répondre à la contrainte économique. Donc, c'est quand même un peu dommage, c'est un peu du gâchis d'avoir des locaux souvent très chouettes qui ne sont pas occupés du tout. Donc, pourquoi pas essayer de les réduire? Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, de réduire notre empreinte immobilière, essayer de faire en sorte qu'en 5-6 ans, on la réduise d'à peu près 30% ou 35%. Et puis, en même temps, faire des nouveaux locaux. Pour répondre donc à ce que disait Marie, c'est est-ce qu'on doit rester dans les locaux actuels ou changer de locaux? Eh bien, il faut savoir si les locaux actuels sont adaptés ou pas. S'ils ne sont pas adaptés, il faut changer de locaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut des locaux qui répondent à 3 objectifs. Le premier, et c'est 3 tiers. C'est le premier, il faut qu'ils puissent avoir un nombre de salles de réunion important. Le deuxième, c'est d'avoir des postes de travail. Et le troisième élément, c'est de pouvoir avoir plein de lieux de convivialité. Il y a des locaux qui ne s'adaptent pas et d'autres qui s'adaptent. Très bien, merci Gérard. Est-ce que Hugues, vous observez notamment le même phénomène au sein de Oui, alors c'est vrai qu'on est beaucoup moins sur des locaux tertiaires. La réflexion de Gérard, c'est exactement celle qu'on vit au siège, où là, effectivement, on a le siège de 10 000 m² sur le périphérique. L'emplacement a une visibilité importante. Donc, c'est beaucoup plus confortable de se dire je reste, je renégocie, que de partir dans un processus qui est long, qui est compliqué, qui est coûteux, remise en état, consultation des IRP, avoir la bonne stratégie, la bonne réflexion. Un déménagement, parfois, c'est un traumatisme. Il faut changer les habitudes, etc. Donc ça, c'est pour le siège. Après, c'est vrai que pour nos locaux courants, nos agences et nos entrepôts, alors la question va se poser effectivement principalement par rapport à l'emplacement, la localisation, l'accessibilité, la visibilité. Donc là, je dévie un petit peu sur une notion un peu retail de la qualité de l'emplacement. Ensuite, effectivement, ça va être la superficie. Nos commerces évoluent. Le digital prend de plus en plus de place. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les bonnes dimensions, les bonnes superficies? Et ensuite, est-ce qu'on a, plus qu'un bailleur, est-ce qu'on a un partenaire? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est capable d'entendre le décret tertiaire? Est-ce qu'il est capable d'entendre la notion de la rénovation, le partage, se maintenir dans des conditions contractuelles qui sont correctes et qui ne s'envolent pas malgré la hausse des indices? C'est ce cocktail-là aujourd'hui qu'on est obligé de mettre en place pour prendre effectivement la bonne décision. Ok, très bien, merci. Et donc Marie, par rapport justement à la réduction des surfaces, puisqu'on observe effectivement qu'avec le télétravail, il y a une réduction des surfaces, est-ce que comment on peut notamment mesurer l'impact des coûts en fait, immobiliers pour les entreprises? En fait, il y a une réduction de surface, mais une réduction de surface qui a beaucoup évolué entre le post-Covid 2021, où on a une réduction drastique des surfaces. D'ailleurs, la moyenne sur l'année 2021-2022, c'était environ moins 31% sur les prises à bail.
Et 2023, on se rend compte que cette réduction est en train de se réduire. Justement, on est à moins 26% de réduction de surface. Donc on se rend bien compte qu'en fait, il ne s'agit pas juste de dire, et vous avez raison Gérard, sur finalement le vendredi c'est peu occupé, ou finalement il y a des pics à 50, 60, 70% d'occupation, c'est qu'il faut qu'on soit mieux qu'à la maison pour venir travailler. Et donc venir travailler dans un espace où il y a maintenant, à l'inverse de ces dernières années, plutôt 40% d'espace dédiés aux espaces individuels, c'est-à-dire le bureau, l'écran et le téléphone s'il en reste un, et 60% d'espace de partage et de vie commune, que ce soit des salles de réunion ou des espaces collaboratifs différents. Donc ça, c'est en train de muter. On ne va pas revenir en arrière. Néanmoins, les usages sont en train de changer et muter au sein même des espaces. Très bien. Et donc, je pense que Gérard et Hugues, vous n'avez pas forcément le même type d'immobilier. Au-delà, effectivement, du taux d'occupation, quelle expérience collaborateur vous proposez justement aux salariés justement pour pouvoir avoir un taux d'attractivité, en taux d'occupation? Comment c'est réparti et de quelle manière vous vous agencez Je peux démarrer, hein, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, tout a changé. Donc, il faut s'adapter à ce travail hybride. Et il faut aussi faire revenir les collaborateurs. Alors, vous avez dit, Marie, il faut être comme à la maison. Je dirais même, il faut être mieux qu'à la maison. Voilà, il faut être mieux qu'à la maison. Donc, c'est pas simple d'être mieux qu'à la maison. Et donc, il faut donner envie aux collaboratrices, aux collaborateurs de venir au bureau. Pour ça, il faut avoir des locaux qui sont adaptés, qui ont plein de zones d'échange, plein de zones de convivialité. Nous, aujourd'hui, par exemple, notre budget d'investissement est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que le prix au mètre carré en termes d'aménagement est bien plus élevé, en dehors des coûts de construction qui sont montés, mais que c'était auparavant. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher, vous avez dû le constater, Marie, de faire des zones de convivialité plutôt que de faire des benches, c'est-à-dire des postes de travail. Voilà. Donc c'est beaucoup plus cher, mais c'est indispensable aujourd'hui. Il faut des lieux ludiques, il faut des work cafés, il faut des e-games, il faut des fitness, il faut tout ça. Parce qu'il faut donner envie de revenir. Pourquoi donner envie de revenir? Parce que quand même, une entreprise peut travailler en productivité avec du télétravail, mais pour innover, pour créer, pour échanger, pour apporter de la plus-value, il faut être présent, Bien sûr. un minimum. Ce qu'on disait effectivement au préalable, c'est les hommes et les femmes d'une entreprise qui font la valeur aussi de celle-ci. Hein. Mais justement, est-ce que les gouvernances, elles le comprennent ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'embarquer les gouvernances sur ces sujets? Ou mécaniquement, elles comprennent qu'à un moment donné, il faut aller sur ce terrain d'accompagnement pour rendre ludique, intéressant, interactif vos entreprises? En 2-3 mots, indispensable d'avoir l'adhésion et l'implication forte, l'engagement de la direction générale. Indispensable. Parce que c'est un sujet, au-delà de l'immobilier, c'est un sujet RH. Il faut embarquer les collaboratrices et les collaborateurs, sinon ça ne marche pas. Il faut leur donner envie, il faut leur donner un objectif et qu'ils adhèrent à cet objectif. Donc, indispensable. Très bien. Et donc, vous êtes obligé, vous constatez, encore une fois, on verra avec Hugues, donc c'est un projet commun dans un comité de direction où vous avez différentes directions qui, notamment, sont portées par cette volonté, justement, de modifier un peu le terrain de jeu et le terrain de travail des salariés, j'imagine. Alors, je vais vous dire, c'est même mieux que ça, parce que depuis qu'on a mis en place ce plan de réduction de l'empreinte immobilière, et en même temps, ce plan de réaménagement, c'est-à-dire qu'on est en train de changer, pas tous les locaux, mais je dirais, on va en peut-être 5-6 ans avoir quasiment 80% du parc qui est modifié, soit rénové, soit des nouveaux locaux, complètement différents. En fait, c'est même tellement au cœur, on va dire, de l'entreprise, qu'on a un comité tous les lundis matins avec le président, le directeur général et la partie la plus importante du COMEX. Voilà. Alors, très bien. Pour traiter de cela. Et là, ça fait combien de temps que vous avez mis en place justement ces nouveaux locaux? Alors, en fait, on l'a mis après Covid. D'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, on a même démarré pendant le Covid. Je veux dire, il y a par exemple, on a ouvert un très grand bâtiment qui fait 23 000 m² à la Défense, qui s'appelle Latitude, qu'on a fait avec nos amis là. Et on l'a fait, on a signé, alors c'est très rigolo parce qu'on a signé en août 2020.
On était en plein Covid, là, c'était vraiment horrible. Hein. Et on a mis ça en place à partir de 2021, et c'est un plan qui va de 2021 à 2025-2026. D'accord, très bien. Et vous avez fait pas des stats, hein, justement, une étude de satisfaction par rapport à vos salariés Oui, pour savoir. Ouais. Et ce qui ressort, c'est. Alors, ce qui ressort, c'est que les salariés demandent ce type de lieu, ce type de locaux, et ils demandent aussi, vous parliez tout à l'heure, Hugues, de l'accessibilité, ils demandent des locaux qui sont modernes, qui sont même souvent neufs, premium, qui sont extrêmement bien aménagés, adaptés, et qui sont aussi très accessibles. Ce qui fait que ça nous a amené, parce que c'est vrai que la facilité, Hugues, c'est de dire on reste où on est. On est bien où on est au fond. Hein. On n'a pas de remise en état, on n'a pas toutes ces choses-là, des baux à faire, des CSE à gérer, c'est pas simple. Mais il y a des moments où on ne peut pas faire ça, parce qu'il faut des locaux qui soient accessibles, qui soient proches de tous les transports en commun. C'est pour ça que, par exemple, on avait fait Latitude, parce qu'il y avait le hub de la Défense Grande Arche, et on était parti de Vélizy, de locaux un peu plus lointains. Donc ça, c'est indispensable. Mais c'est plus difficile. Et aujourd'hui, ça demande un investissement lourd, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais Ouais. bon, mais vertueux. les salariés, oui, Ouais. vont dans ce sens. Ouais, c'est Et nous le demandent. Et nous demandent encore. Et aujourd'hui, vous le combien demandez. de fois j'ai des demandes, moi, en disant, bah oui, mais là, les copains, ils ont un fitness super, ils ont un truc de e-games, nous, on n'a pas. Quand est-ce qu'on a le fitness? Et puis le resto, ah non, le RIE, ça va pas. Non, non, on veut des restos différents, la pizzeria, le grab and go, le machin, etc. Voilà, c'est ça. D'accord. Et Hugues, avant de vous poser la question, c'est Maxime et Marie, est-ce que justement par rapport à tous vos clients, vous constatez par rapport aux directions générales que vous avez rencontrées ou aux directeurs immobiliers, justement cette volonté d'aller vers ce type de dispositif et d'accompagnement? Absolument, parce que en fait, les directions générales que l'on rencontre n'ont qu'une idée en tête, et vous en avez parlé vraiment justement, c'est de faire revenir les gens au bureau et les collaborateurs au bureau pour la bonne et simple raison que si on ne fait pas revenir les collaborateurs au bureau, on n'innove plus. Ou alors, on fait ce qu'on appelle de l'innovation programmée. C'est-à-dire qu'on organise une réunion dans laquelle on va parler d'innovation. Mais les croisements de collaborateurs devant la machine à café, dans un espace collaboratif, qui vont permettre de dire « Tiens, j'ai eu une idée pour ça, on a eu un sujet, j'ai une micro-idée, mais qui va permettre de régler un petit sujet qui deviendrait catastrophique après pour gripper la machine », ça, on ne l'a que parce qu'on se croise au bureau. Donc, on ne va pas revenir en arrière, on ne reviendra pas avec autant de mètres carrés de bureaux, etc. Mais on ne partira pas non plus dans des excès avec des réductions qui vont être extrêmement drastiques non plus. D'accord. Et là, on parle effectivement de rendre attractif à nouveau une entreprise. On est aussi sur la rétention notamment des éléments. Mais pour rendre attractive son entreprise, quelle que soit la tranche d'âge, mais on peut faire aussi un focus sur les nouvelles générations, parce que c'est un vrai sujet. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous entendez parler? Est-ce que c'est un sujet prégnant dans les entreprises? L'attractivité, les nouvelles générations qui ont peut-être des demandes différentes, et donc réfléchir l'immobilier aussi peut-être différemment, c'est une question, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses que vous percevez ou il y a des tendances? Il y a des tendances, mais avec des démographies et des populations très différentes d'une entreprise à une autre. Vous avez des populations d'ingénieurs, vous avez des populations de commerciaux, vous avez des populations jeunes, moins jeunes. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que simplement une affaire générationnelle. Il y a aussi une affaire de comment est-ce qu'on travaille ensemble. Oui. Donc, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Mais oui, il y a de la demande partout. Et je pense que toutes les générations demandent à être mieux qu'à la maison, dans leur bureau. Vous savez, c'est la course au talent. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on a essentiellement des ingénieurs. On n'a que des cadres, on a beaucoup d'ingénieurs, et des jeunes ingénieurs notamment. Il y a un marché qui est très difficile, c'est-à-dire qu'un jeune ingénieur, voilà, il peut passer en face, il va trouver mieux, et puis il va aller un peu plus loin, il va trouver encore mieux, etc., etc. Donc, il faut faire tout pour les retenir. Il faut retenir les talents et les attirer. Bon, il n'y a pas le choix. Ouais. Il faut être inventif, astucieux. Oui, parce que sinon, ils vont ailleurs. Et un peu sexy aussi, hein, si je peux me permettre le Il faut être mot, sexy. Il faut sexy Totalement. dans l'offre. Et voilà. Et Hugues, justement, vous qui avez notamment un type d'immobilier un peu différent que celui notamment de Gérard,
Comment ça se traduit au niveau effectivement de l'expérience collaborateur, ce que vous mettez en place Alors moi, je serai la voix de ceux qui peuvent difficilement télétravailler pour 80% des effectifs en France, puisque 1000 équipiers logistiques et des directeurs d'agents, des commerciaux, des sédentaires. Donc ces métiers-là ne sont pas télétravaillables ou très très compliqués. Peut-être certaines réunions, mais ce contact client, il est indispensable. Le client le demande, le collaborateur aussi. Donc on ne changera pas cette organisation. On ne va pas parler de réduction de surface, on va parler d'optimisation, principalement pour nos agences, c'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement faire une course à la réduction, mais on va plutôt faire la course à donner la bonne dimension. On a des abats qui nous permettent de calculer les superficies idéales, et on va aller sur un bâtiment neuf avoir la superficie idéale, un bâtiment existant plus ou moins, on va dire, mais donc certains sites, effectivement, vont se voir avoir des surfaces réduites, mais d'autres sites, par contre, vont avoir une croissance de leur mètre carré, pour accroître le service client, la zone de retrait marchandises, etc., et également les parkings. D'accord, j'imagine il y a une notion de pénibilité certainement du travail qui est peut-être plus importante. Je me trompe peut-être, mais sur ce type Alors, on est très clairement sur un environnement très différent et on va rentrer principalement sur nos 1000 équipiers logistiques en entrepôt. Chez nous, ce qu'on appelle un CLR, un centre logistique régional. Et là, effectivement, on met en place des conditions de travail en termes d'accueil, de locaux sociaux, d'endroits pour se restaurer, de pauses, de vestiaires, etc., qui sont quand même ultra séduisants, parce que c'est vrai que le cœur de la machine, avec ses racks et ses convoyeurs, le sont peu. Et donc, on essaye effectivement de faire que les gens se sentent bien quand ils arrivent le matin à travailler. Et une des rares entreprises également, à chauffer nos entrepôts, parce que nous chauffons nos entrepôts, monsieur. Et pas beaucoup. Même dans une période où la partie RSE est prégnante. Alors, avec raison, bien évidemment, avec du pilotage, avec de la déstratification, avec toutes ces technologies qui nous permettent d'aller avoir encore une fois la chaleur à niveau de l'homme et non pas au niveau de la toiture, parce que ça arrive trop souvent. Et puis également la détection de présence, du LED, de la temporisation lumineuse par rapport à l'apport extérieur. Et beaucoup de bornes aussi également pour nos collaborateurs pour pouvoir leur permettre de les encourager à venir sur une mobilité douce au niveau des bornes, véhicules électriques, etc. D'accord, très bien. Donc effectivement, il y a des chemins un peu différents suivant la population et les salariés qu'on a dans son entreprise. Donc c'est intéressant effectivement d'être modulable et flexible à ce niveau-là. Et je rajoute juste un petit détail, l'automatisation, la mécanisation qui permet effectivement d'aller annuler ou améliorer considérablement certaines tâches qui sont très peu créatrices de valeur, qui sont fatigantes. Donc ça permet que la machine vienne prendre le relais par rapport aux collaborateurs. Très bien. Parfait. Merci messieurs, merci Marie. Maxime, on va aborder le sujet réglementation, qui est important également sur la partie du coût de l'immobilier. Est-ce que le décret justement tertiaire a un impact visible sur ces coûts ? Alors, je vous dirais, déjà au niveau du décret tertiaire, c'est applicable depuis 2021. Donc on a vu une certaine accélération, une prise de conscience. Mais la prise de conscience environnementale, elle s'est faite avec le Covid. Donc au-delà de la réglementation, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est déjà Covid et une prise de conscience qui est générationnelle, avec cette génération Y et Z qui arrivent sur le marché du travail. Sur le décret tertiaire, il y a quand même à peu près 120 audits décret tertiaire qu'on réalise pour nos clients chaque année. Donc ils se disent, OK, aujourd'hui, il faut que je sois en règle avec ce décret tertiaire. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de réduire sa consommation énergétique de 40% par rapport à une année de référence qui ne peut pas être antérieure à 2010. Donc ça, c'est quand même un saut. Alors, il peut y avoir une autre option qui est de retenir une valeur absolue. Donc la valeur absolue, elle est publiée par décret. Aujourd'hui, on n'a pas forcément l'ensemble des valeurs absolues pour chacune des typologies d'actifs, mais ça va arriver à la fois pour 2030, pour 2040, pour 2050. Donc tout le travail que l'on réalise avec nos clients, c'est déjà se dire, OK, il faut choisir la bonne année de référence. Parce que bien sûr, on peut choisir 2010, mais pourquoi pas 2015 ? Et ça va dépendre finalement de l'intensité d'usage qu'on a eu dans les bâtiments, des aléas climatiques qu'il y a pu avoir sur telle ou telle année. Y a-t-il eu également des travaux qui ont été réalisés récemment ? Et on voit souvent que finalement, on peut être assez vite en ligne avec le décret tertiaire. Objectif 2030, j'entends, donc ces fameux moins 40% par rapport à l'année 2010, si on a été vigilant avec ces bâtiments. C'est-à-dire que si on a fait des travaux d'amélioration constante, qu'on est venu finalement passer en LED, comme vous le disiez tout à l'heure, Hugues, sur les entrepôts, qu'on ait mis en place une GTB par exemple, on s'aperçoit qu'on peut très rapidement être conforme. Après 2040 qui impose moins 50% par rapport à cette année de référence, qui ne peut pas être antérieure à 2010, bien sûr, c'est un peu plus dur, et moins 60% en 2050, ça l'est encore. Mais tout ceci, c'est encore loin, on se doit d'anticiper les choses,
Mais pour moi, le décret tertiaire aujourd'hui, c'est juste une logique d'accélération. C'est-à-dire que c'est des travaux que l'on aurait faits, mais que l'on va venir anticiper de 2 à 5 ans sur son patrimoine immobilier. Et comment ça se traduit justement? Est-ce que ça concerne tous les sites tertiaires, on va dire logistiques? Et est-ce qu'il y a une taille minimum pour être concerné, pour pouvoir rentrer ou être dans l'obligation? Alors là-dessus, oui, c'est 1000 m². Donc 1000 m² aujourd'hui, et vous pouvez considérer que c'est l'ensemble des typologies d'actifs, sauf bien entendu les logements, parce qu'on parle de décret tertiaire, et l'industrie. Parce que forcément, la consommation énergétique de l'outil de production est bien plus importante que le bâtiment lui-même. Donc c'est ça qu'on peut retenir. Donc les hôtels sont concernés, le retail est concerné, etc. D'accord. Et donc justement, que ce soit alors Hugues, au niveau de Rexel, encore une fois, ça se traduit de quelle manière? Est-ce qu'aujourd'hui, ça passe par vous, directeur immobilier? Oui, mais est-ce que ça implique également d'autres directions? Une bêtise peut-être sur la compliance, je ne sais rien. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres directions qui sont impliquées, des directions RSE sur ces sujets, ou comment ça se Alors on a en fait traduit? une direction du bâtiment aujourd'hui, une équipe de techniciens immobiliers, donc responsables de projet, qui vont aller auditer le parc, qu'on soit propriétaire ou locataire. Parce qu'en général, on s'est aperçu qu'on n'était pas toujours les meilleurs élèves lorsqu'on est nous-mêmes propriétaires. Et lorsqu'on est locataire, je pense que cette démarche peut encourager à ce que le locataire et le bailleur se parlent. Parce qu'en général, on ne se parle pas assez, ou alors lorsqu'on se parle, c'est parce qu'il y a un souci. Et moi, j'encourage vraiment nos amis locataires et nos amis bailleurs à faire cette démarche, d'aller prendre un café, d'aller rencontrer son interlocuteur, à un moment où il n'y a pas de tension, parce que le dialogue est beaucoup plus simple. Ensuite, effectivement, nos bâtiments, nous, sont relativement simples à travailler. Ce sont des bâtiments qui ont 15, 20, 25 ans. On va mettre une pompe à chaleur, on va mettre du LED, on va travailler un peu l'isolation, ça va bien se passer. On a tendance à dire que, de façon assez un petit peu en raccourci, le 605, c'est-à-dire les équipements techniques, la technologie interne, on va plutôt regarder ça sur le focus du locataire, et on va plutôt parler du 606, c'est-à-dire plutôt le gros bâtiment, le gros œuvre, la toiture, etc., du côté bailleur. Sauf qu'on a un problème, c'est que nos bailleurs, pour la plupart de nos sites, sont monsieur et madame Michu, qui sont charmants, mais qui ne sont pas équipés sur le plan de la réglementation, sur le plan de la technique, pour aller faire un diagnostic et accessoirement mettre un CAPEX sur la table pour pouvoir accompagner cette transition et l'objectif d'aller atteindre le moins 40%, sachant que lorsqu'on leur parle de name and shame ou éventuellement de sanctions, ils se sentent beaucoup moins impliqués parce qu'ils ne sont pas cotés, ils ne sont pas visibles, ils sont beaucoup plus discrets, quoi. Donc on a un boulot qui est relativement simple, mais je pense que chez Gérard, des immeubles tertiaires relativement modernes, effectivement, le challenge doit être intéressant. Oui, oui, absolument. En fait, alors nous, on est à fond là-dessus parce qu'en fait, on a un objectif d'entreprise qui est d'être net zéro à 2030, donc c'est pas gagné, hein, franchement, il faut y arriver. Hein. Et on est jugé. C'est-à-dire qu'en fait, on est jugé par nos collaboratrices et nos collaborateurs, qui sont en grande partie de jeunes ingénieurs très attachés au RSE. On est jugé par nos clients, qui sont des grands clients, et ces grands clients, là aussi, comme EDF, comme Airbus, comme les grandes banques, la Générale, j'en passe, et des meilleurs, évidemment, le ministère de la Défense et autres, ils nous jugent là-dessus, ils nous disent il faut que vous soyez vertueux. Et puis, on est jugé aussi par nos actionnaires et par le marché, qui aujourd'hui, vous savez, le marché va vous juger sur vos résultats financiers, mais comme vous avez un rapport financier à faire, vous avez un rapport RSE à faire. Donc vous êtes aussi jugé là-dessus. Alors nous, pour ça, on est complètement, bien sûr, à fond là-dessus. Et alors, on se facilite aussi un peu les choses, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on rénove beaucoup notre parc. Donc on a tendance à prendre des bâtiments neufs. On a tendance à faire des regroupements. Et en prenant des bâtiments neufs, écoutez, c'est plus simple. Parce qu'on prend des bâtiments HQE, BREEAM excellent minimum, on prend un peu ce qu'il y a de mieux en termes de bâtiments. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple, en tout cas. Il faut se dire les choses, un bâtiment qui a aujourd'hui moins de 10 ans, normalement, sans faire beaucoup de travaux, il passera le décret tertiaire objectif 2030. Exact, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Après, également, en termes de CAPEX, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est une moyenne de 350 € du mètre carré à passer pour être conforme décret tertiaire horizon 2030. Les 350 € sont issus de plusieurs centaines d'audits qu'on a déjà réalisés. Donc ça va de, en gros,
quelques dizaines d'euros, donc de la pure maintenance sur des bâtiments très récents ou de l'optimisation de la GTB, et à plusieurs centaines d'euros malheureusement, entre 500 et des fois 1000 euros du mètre carré sur des bâtiments qui vont nécessiter une grosse rénovation. Mais tout ceci, il faut le rapporter à cet objectif 2030, qui est devenu d'ailleurs récemment 2031. Oui, certes, mais c'est vrai que c'est pour ça que ça va dans la stratégie aussi. Parce que nous, par exemple, on doit avoir aujourd'hui à peu près plus de 50%, peut-être 60% du parc qui a moins de 10 ans. Alors, effectivement, les efforts sont beaucoup moins importants à faire, mais ça nous permet d'être plus vertueux en faisant cela. Bien sûr. La petite question, c'est qu'au même titre que notamment, est-ce qu'il y a des accompagnements de l'État, je pose une question, comme on le voit notamment sur l'électrification des véhicules, ou qu'on a également notamment sur les particuliers. Est-ce qu'au niveau des professionnels, il y a des aides de l'État sur cette transition énergétique, sur cette transition et RSE, sur ces objectifs en termes de RSE? Bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé de la prime C2E, donc certificat d'économie d'énergie, avec finalement une prime qui était doublée jusqu'au 31 décembre 2023 et qui perdure là jusqu'au 30 juin. Donc nous, on a vu une certaine accélération, notamment sur la mise en place de GTB dans les immeubles. Et là, on en vient finalement au décret BAX, qui est quelque chose d'important aujourd'hui, qui oblige dans les bâtiments à mettre en place des GTB pour les bâtiments qui consomment plus de 290 kW. C'est dès le 1er janvier 2025. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4 à 5 000 m² de tertiaire. Donc il y a eu cette accélération en disant, si je mets en place une GTB rapidement dans mon bâtiment, je profiterai de la prime C2E. Et il se trouve que cette prime C2E est à peu près la même, et c'est là qu'il y a une problématique, que ce soit sur le tertiaire ou la logistique. Donc on a vu encore plus d'entrain sur les locaux logistiques, notamment l'année dernière, parce que pour vous donner un ordre d'idée, la prime C2E doublée, on était à peu près à 14 euros du mètre carré, alors que mettre en place une GTB dans un bâtiment logistique, c'est entre 8 et 10 euros du mètre carré. Vous comprenez l'effet d'aubaine qu'il y avait à mettre en place une GTB dans des bâtiments logistiques jusqu'à fin 2023. Donc il y a eu un empressement, parce qu'il fallait absolument signer les ordres de service avant la fin d'année. Donc il y a eu cette accélération qu'on a connue. Donc oui, ces primes C2E aujourd'hui, elles sont quelque chose d'important pour le marché. Ça concerne un tout petit peu moins le tertiaire, parce que la prime reste la même. Par contre, mettre en place une GTB, ça coûte entre 50 et 60 euros du mètre carré dans le tertiaire. Donc vous comprenez bien que l'effet d'aubaine est moins important que sur les bâtiments logistiques. Absolument. Et je rebondis par rapport à ce que disait Gérard, le fait effectivement d'être suivi au niveau du marché, sur les appels d'offres également, si on ne rentre pas dans les clous, j'imagine qu'on ne passe pas également au niveau des appels d'offres pour générer du business. Est-ce que par rapport à ce décret tertiaire, il y a une obligation, oui, mais est-ce qu'il y a un contrôle et est-ce qu'il y a des pénalités pour un bailleur, pour aujourd'hui un locataire? Est-ce qu'aujourd'hui ça se matérialise ou pas? Alors aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est le fameux name and shame, si on ne respecte pas les objectifs du décret tertiaire à horizon 2031. Je disais tout à l'heure, c'était décalé d'un an. Donc ce fameux name and shame, on ne sait pas encore comment il va se traduire, où ce sera publié, de quelle manière, et ça se traduit également par une amende de 7 500 euros par actif. Admettez que quand vous voyez la taille de certains actifs, les loyers que ça génère, 7 500 euros, c'est pas ça qui va faire avancer les institutionnels. Ce qui les fera avancer, c'est toujours la même chose. C'est si aujourd'hui j'ai un immobilier qui n'est pas conforme au décret tertiaire, est-ce que je peux encore le commercialiser? La réponse, c'est non. Et donc, c'est simplement le marché et les attentes du marché qui vont faire avancer les institutionnels vers toujours plus de verdissement de leurs actifs. Donc il faut voir les choses de manière, on va dire, globale. On a parlé tout à l'heure de la stratégie net zéro que vous avez au sein de Soprasteria. De la même manière, il y a énormément de stratégies net zéro pour les grands investisseurs institutionnels qui constituent plus de 80% des actifs en Ile-de-France, si on prend les 30 premiers investisseurs. Donc ça bouge, le marché bouge. Quelque chose à ajouter, Marie, sur le sujet ou Non, sur la thématique, les investisseurs en plus auront besoin pour se financer et pour financer ces travaux notamment de financement justement fonds des banques. Et aujourd'hui, les banques financent de moins en moins des opérations de travaux qui n'auraient pas pour ambition de verdir
l'ensemble de leur parc. Donc, de toute façon, comme le dit Maxime, c'est exactement le marché, la loi de la demande qui n'ira pas vers ces bâtiments qui ne seront plus vertueux, et puis c'est la loi aussi du financement, et donc qui va les inciter de toute façon à bouger rapidement. D'accord, donc mécaniquement, effectivement, on va aller vers un parc plus sain. Et ça pousse vers plus de partenariats. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le décret tertiaire s'impose aux locataires et aux propriétaires. Donc, il y a cette obligation aujourd'hui de se dire, vu que ça s'impose à nous, qu'on a cet objectif 2030, comment on se parle plus souvent, ce que disait Hugues tout à l'heure, comment on se parle plus souvent, comment on se fixe des objectifs, qui sont aussi des objectifs chiffrés, avec de vrais jalons. Et la problématique, c'est que c'est impossible de se fixer des objectifs chiffrés, avec de véritables améliorations, si on n'a pas mis en place une GTB. Donc la boucle est bouclée. Si on ne collecte pas la donnée, on ne peut pas améliorer cette donnée dans le temps. C'est totalement impossible. On ne peut pas également faire de la pédagogie auprès des utilisateurs, parce que les usages, forcément, sont un élément important de la consommation énergétique des bâtiments. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la mise en place de GTB, normalement, on se dit que c'est 10% d'économie d'énergie dans le tertiaire. 10% en mettant en place une GTB, avec les bons capteurs, bien entendu. Maintenant, si on prend quelque chose qui dépend simplement de l'utilisateur, vous passez d'une température de consigne l'hiver de 20 à 19 degrés, c'est un seul degré. Alors Gérard, je vois tiquer, mais c'est un seul degré. Bon, en gros, c'est 7% d'économie d'énergie. Et si on le fait l'été de 25 à 26, là, c'est 14% d'économie d'énergie. Pour générer du froid, c'est beaucoup plus consommateur au niveau des équipements. Donc, voilà, il faut que tous, à un moment donné, on se discipline. Au-delà de la mise en place de systèmes très compliqués et de nouvelles technologies, ça passe par là, mais ça passe par beaucoup de discipline et de pédagogie. Ouais, c'est vrai. Et de la data, de l'information. On a de la data également. Et de l'information. Si vous ne communiquez pas d'informations aux utilisateurs, comment vous voulez les faire évoluer ? Il faut que l'on sente que l'on est proactif sur son environnement, sur son écosystème. Sinon, ça ne fonctionne pas. On était en rendez-vous la semaine dernière avec un bailleur institutionnel de premier plan. Sur un plateau de bureau, un locataire de premier plan également étudie le projet de la prise à bail. Et au dernier moment, le dossier capote parce que le DPE n'est ni A ni B. Et qu'à partir de C, il ne signe plus. Et je pense que derrière, les banques et les sociétés de crédit bail vont être de plus en plus exigeantes sur la qualité, la performance énergétique du bâtiment. Bien sûr sa valeur, bien sûr son état, mais le DPE va devenir absolument stratégique. On va plus loin que ça. Moi, nous, sur les nouveaux bâtiments, en dessous de BREEAM, very good, mais vraiment, c'est le minimum, c'est plutôt excellent, ou le HQE, ou aujourd'hui la norme RE 2020, on ne prend pas. Non, on ne prend pas. Donc il y a une vraie exigence, une vraie volonté, effectivement. Et ça passe par des vrais audits au début, des audits décrets tertiaires, des audits décrets BAX, des audits techniques, parce que finalement, il faut passer à côté de rien. Et au niveau des investisseurs, il y a aussi un vrai sujet aujourd'hui. On se pose la question jusqu'où il ne va pas falloir qu'ils introduisent tout ce qui va être aléas climatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on subit de plus en plus d'aléas climatiques. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas impacter de plus en plus leur cash flow ? Et il va falloir réellement qu'ils aient une autre vision sur leurs actifs. Donc, au-delà de la valeur financière, on va dire intrinsèque, avec des cash flows sur 10 ans, il faut se dire, OK, quels peuvent être les aléas climatiques ? En quoi ça pourrait impacter l'occupation de mon immeuble ou son bon fonctionnement ? Donc, notamment, quand je voyais les immeubles en bord de Seine, avec la Seine aujourd'hui qui a un niveau très élevé, on peut se poser cette question-là dans de nombreux arrondissements parisiens, sur ces zones de risque. Donc ça, il va falloir qu'au-delà de ces décrets qui s'impliquent à nous, il va falloir tenir compte des aléas dans le temps. Très bien, merci beaucoup. Alors je vois qu'on arrive bientôt au terme notamment de nos échanges. J'ai une petite dernière question, c'est l'optimisation du coût immobilier, c'est important, mais on sait que au cœur du système, c'est quand même des salariés qui sont les usagers. Donc il y a cette volonté de réduire les coûts de l'immobilier, mais quel impact ça a justement sur aujourd'hui l'expérience de vos collaborateurs, des collaborateurs? Comment ça se traduit, pareil, de la même manière? Est-ce que on a parlé effectivement des bienfaits, mais est-ce qu'il y a des effets un peu, on va dire, pervers ou négatifs par rapport à... Alors, j'en vois pas forcément. Il faut se dire que les labels environnementaux, les certifications, sont souvent reliés aussi à des cibles qui sont des cibles de confort, de bien-être. On ne parle pas que de consommation d'énergie. Donc, quand on prend les certifications HQE, BREEAM, etc.,
qu'on trouve finalement en France ou en Angleterre, aujourd'hui qu'on trouve croisées sur beaucoup d'immeubles, il y a de nombreuses cibles qui concernent justement le confort des utilisateurs et les bons usages. Donc je pense qu'on est dans une logique vertueuse. Donc il y a plus de confort, il y a plus de bien-être dans un immeuble qui a 10 ans, plutôt que dans un immeuble qu'on a 30 aujourd'hui. Vous savez, l'équation aujourd'hui, c'est en fait de se dire, en gros, on peut réduire les coûts, pas autant que cela pourrait être imaginé si on le faisait au maximum. C'est-à-dire qu'on va réduire les coûts, mais on va les réduire comment ? Par la réduction des surfaces. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit les surfaces, donc on prend des locaux qui ont moins de surface, mais qui coûtent plus cher. Parce qu'en fait, si vous voulez, le prix au mètre carré des locaux est plus élevé. Parce que s'il est neuf, il est plus cher que s'il est vieux. Et puis s'il est juste à côté du métro ou d'un transport, il est plus cher aussi. Et par ailleurs, l'aménagement est aussi plus cher. Mais vous arrivez à rentabiliser, à faire quelque chose de tout à fait économiquement très valable en termes d'équation, parce que vous réduisez les surfaces. D'accord. Mais alors, je voulais venir sur le taux d'occupation, parce que je pense que c'est pas simple de dire on réduit avec finalement des espaces qui soient, on va dire, agiles, agréables, intéressants à vivre. Mais un taux d'occupation, c'est pas évident, parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens, à un moment donné, comme vous le dites, Gérard, où le taux d'occupation est à 60, mais pour X raisons, si un jour X, vous avez plus de monde que prévu, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des jours où, justement, le disponible en termes de mètres carrés est suffisant par rapport au nombre de personnes ? Voilà, c'est là où j'en viens. C'est la question clé qui est posée quasiment au démarrage de chaque projet. C'est oui, mais si vous réduisez de 30% les surfaces, comment est-ce qu'on va faire pour tous tenir ? En réalité, l'espace, il est combiné entre les espaces dits de travail individuel et puis il y a un nombre de places en salle de réunion, dans les espaces collaboratifs, etc. Donc la première chose qu'on dit, c'est oui, si tout le monde vient le même jour, en même temps, tout le monde a une place pour s'asseoir. D'accord. Donc pas de stress. Généralement, il y a 2,1 places par personne, quel que soit le mode de fonctionnement. Et tout le monde n'est pas assis tous les jours à la même heure et pendant 8 heures au bureau. On vaque à des occupations différentes, des activités différentes. On appelle ça d'ailleurs activity-based working. Il y a 20 ans, on avait un bureau, quand on avait un bureau de manager, il y avait son bureau, une table de salle de réunion, un espace un petit peu plus convivial, c'est-à-dire que dans le même espace, le manager ne bougeait pas. Aujourd'hui, le manager n'est jamais assis au même endroit et il passe sa journée à bouger en fonction de son activité. C'est un peu l'entreprise libérée alors. Exactement. On va vers l'entreprise libérée, d'accord. Sans contrainte. Ouais, pas encore. Ça, c'est encore notre modèle. Alors, je vois qu'il est 27. Alors, merci déjà à vous quatre pour ces éclairages et effectivement d'apporter une touche, je trouve, vraiment positive sur l'immobilier actuel et à venir. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Ça va être le temps des questions. Donc, je vais demander à Hervé qui est en régie, est-ce que nous avons des questions ? Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et bien évidemment, nous avons des questions. Pour commencer, faut-il forcer le lissage du télétravail pour éviter le creux du vendredi? Et si oui, comment? Et avez-vous des retours d'expérience? Alors, Marie. bonne question. On va essayer d'y répondre. Forcer un lissage, ça ne fonctionne pas. Uniformiser dans une entreprise, ça ne fonctionne pas. Ce qui est important, c'est d'adapter en fonction de l'activité de l'entreprise et même du département ou de la business unit au sein de chaque entreprise, la manière dont on doit s'organiser. À titre d'exemple, depuis que j'ai mis la réunion d'équipe le vendredi matin, alors c'était un test au début, je me suis dit oulala, ça va pas bien passer cette histoire. C'est vache. Eh bien pas du tout. En fait, l'ensemble des collaborateurs disent on est moins stressé parce que c'est un moment où on est plus au calme, où on a moins de relations et d'échanges avec les clients, où on est plus dans un moment où on peut être détendu et se parler de choses pour la semaine suivante. J'ai pas imposé la présence physique, c'est hybride. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de monde le vendredi matin quand il y a cette réunion en physique. D'accord. Peut-être parce qu'ils veulent voir aussi, non ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouais, très bien, merci Marie. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur... Non, pas mieux. Bon, très bien. Hervé, est-ce que nous avons une seconde question ? Oui, une question qui s'adresse plutôt à JLL. Compte tenu des incertitudes des preneurs, les bailleurs sont-ils prêts à sortir du sacro-saint bail à 9 ans pour accepter des baux précaires ou avec des clauses de sortie anticipées plus favorables qu'auparavant? Oui.
La réponse est oui. Les baux de 9 ans sont très prisés, plutôt non pas par les propriétaires, mais par les utilisateurs, qu'ils souhaitent s'engager sur 9 ans ferme pour bénéficier de l'ensemble des mesures d'accompagnement et le plus de mesures d'accompagnement possible. Mais en contrepartie de quoi, ils demandent quand même une certaine souplesse en ayant la possibilité de sortie dès la 6e année, avec une contrepartie d'indemnité pour libération anticipée. Donc comme ça, tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que si ils s'en vont avant les 9 ans, ils peuvent le faire, mais en même temps, il y a une petite contrepartie pour le bailleur. Donc on n'est plus sur des baux de 9 ans, on est plutôt sur des systèmes de rotation avec des baux qui en réalité sont des taux de rotation de 6 ans pour les entreprises. C'est la tendance du moment. Apparemment, vous êtes tous raccord sur le sujet. Très bien. Nous avons la place pour une dernière question, Hervé. Quel est l'état du marché actuel en termes de taux de flex, c'est-à-dire nombre de postes de travail par rapport aux effectifs affectés au site? Moi, je peux vous donner une idée de ce qui se pratique, au fond. Aujourd'hui, au niveau des grandes entreprises en général, le taux qu'on trouve le plus cohérent, c'est la moitié, 0,5. Voilà, c'est 0,5. C'est-à-dire ce qu'on vise. Alors, certes, ça dépend quand même aussi des domaines. C'est-à-dire quand vous êtes sur du pur consulting, le pur consulting, en fait, les collaborateurs sont chez les clients. Ils ne sont pas du tout au bureau. Donc là, on peut arriver à du 0,4. Vous voyez, vraiment les pures boîtes de consulting. Si on est dans les entreprises de tertiaire, franchement, un taux de 0,5, alors je ne parle pas de l'industrie du tout, bien évidemment, mais un taux de 0,5, c'est un bon objectif. Il faut y arriver déjà. D'accord. J'aurais plutôt dit 0,6, 0,7, notamment si je prends finalement les activités d'ingénierie, les activités de projet. On a besoin de se croiser, de poser des choses, on a des gens qui sont sédentaires, qu'on a des dessinateurs projeteurs, etc. Forcément, on va être un peu plus élevé. Donc on sera peut-être à 0,6, 0,7. Donc je pense que le 0,5 va s'appliquer dans vos activités. Si on a des activités qui sont plus tournées au niveau conseil, avec des gens peut-être plus sédentaires, peut-être qu'on sera à 0,6, 0,7. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie. On a différentes possibilités et en fait, ça va beaucoup varier aussi, soit en région où on a des loyers qui sont un peu moins forts, donc on va tendre vers le 0,7, ou soit en région parisienne, et si on est dans des secteurs où les loyers sont très tendus, on va être plutôt vers du 0,5, 0,6 entre les deux. Effectivement, il y a un enjeu économique et financier qui va être fort quand même. Qui va être un peu le driver. Tout est une question d'argent, c'est toujours ça. C'est toujours ça le sujet. Surprenant. Bon, très bien. Merci à vous quatre, merci à nos auditeurs, auditrices d'avoir participé à ces échanges. Merci à Marie-Maxime, nos deux experts. Vous avez été très précis, notamment, et c'est très intéressant. Merci également donc à Hugues et à Gérard, qui sont dans la vraie vie, utilisateurs. Merci d'avoir fait un retour d'expérience sur ces cas d'usage. Merci à tous les deux. Et puis à très bientôt. Donc on vous dit bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.